LSD, cette molécule qui change ton esprit et a même bouleversé le monde entier. Elle ne vient pas d'une plante ni d'un animal, mais bien d'un champignon. Encore les champignons. Et ouais, maintenant t'as l'habitude sur cette chaîne, ce n'est pas un énième mythe psychédélique, mais c'est la réalité. Voici l'ergot de seigle, un poison ardent qui pourrait être à 98% responsable du feu de Saint-Antoine, une épidémie qui a décimé la vallée du Rhin. Mais je vous raconterai plus tard plusieurs petites histoires folles liées à l'ergot de seigle qui a dévoré des dizaines de milliers de personnes innocentes. Mais pas que. Dans cette vidéo, tu vas bien découvrir l'origine de l'LSD et son lien direct avec les champignons microscopiques. Et tu vas pouvoir observer comment une toxine agricole à la base s'est transformée en emblème de la contre-culture. Moi, c'est Yoann, je suis passionné de mycologie depuis ma tendre enfance et je vais te raconter comment un simple champignon parasite a donné naissance à l'une des molécules les plus puissantes du XXe siècle. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est l'ergot de seigle et son développement dans les cultures céréalières, puis on va voir l'histoire qui entoure ce champignon, les nombreuses maladies qu'elle a pu donner, et enfin nous allons conclure avec la découverte de la molécule et l'impact culturel et psychédélique de cette molécule. Donc c'est clairement un voyage entre science, conscience et champignons. Et si t'es vraiment intéressé par les champignons et par toutes leurs histoires, je t'invite vivement à t'abonner sur le compte Mycomaniac. Sans plus attendre, commençons. Donc, d'où vient l'LSD ? Cette molécule vient du champignon ergot de seigle, ou en latin, attention le nom est un peu bizarre, Claviceps purpurea. Je vous l'ai dit qu'il était bizarre. Voici son image. Comme nous pouvons voir sur la photo, on dirait plutôt une excroissance d'une céréale. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'ergot de seigle fait partie de la grande famille des ascomycètes, dont la morille en fait partie. C'est un champignon avec des alvéoles que nous mangeons au printemps, qui est excellent comestible. Mais revenons à la vidéo. Alors ce champignon, comme vous l'avez vu sur les photos, se développe sur les céréales. Elle crée une sorte de protubérance noire qui prend la place de la graine. Ça, c'est qu'en période d'été. Une fois que l'hiver est passé, la graine noire que nous appelons sclérote tombe dans le sol afin de se conserver, pour que ensuite, le printemps suivant, les sclérotes conservées dans la terre puissent germer et libérer les mini-graines du champignon, s'intitulant spores. Les petites tiges qui ont germé s'intitulant pédicelles, c'est eux qui vont éjecter ces spores dans l'environnement, par le vent et par la pluie. Par ailleurs, dû à cela, il y a deux contaminations. Il y a d'abord la contamination primaire. Cela est effectué durant la floraison des céréales, ou plus généralement des graminées. C'est là où les spores du champignon pénètrent dans les fleurs des plantes. Ce qui fait que le spore va se développer et va créer un champignon à la place du grain. Franchement, les champignons ont de superbes techniques pour se développer. Par ailleurs, ce n'est pas du tout terminé car il provoque une contamination secondaire courant juin, engendrant une nouvelle vague d'épidémie. Comme ça, l'espèce est sûre de survivre. Oui, la céréale est un peu l'espèce hôte du champignon, oui. Mais en même temps, elle n'a pas le choix. Cette nouvelle vague de contamination est engendrée via les insectes et la pluie. Même les insectes sont dans le complot, pour vous dire. Malgré elle, bien sûr. Et enfin, la dernière étape, c'est en juillet. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est là où il y a la maturation des grains. Et c'est là où les sclérotes sont récoltées ou tombent à même le sol. Et c'est comme ça que s'effectue le cycle de l'ergot de seigle. J'espère que je ne perds personne. Mais du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qui provoque cette multiplication? Eh bien, c'est l'un des facteurs que tous les champignons adorent, l'humidité. Si vous l'avez déjà à tout hasard croisé, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait vachement de pouvoir partager avec vous. Donc c'est généralement le climat qui augmente le risque de contamination, ce qui fait que l'agriculteur peut plus vendre ses graines sous forme de farine ou sous une autre forme, et ce qui fait qu'il perd énormément d'argent. Au moins maintenant vous savez, l'ergot de seigle n'a plus de secret pour vous. Mais pourquoi elle pose problème? Qu'est-ce qu'elle te fait au corps? Pourquoi si toi tu la manges derrière cette caméra, c'est super toxique sur toi? Eh bien ça tu vas le découvrir, parce qu'au 9e siècle, il n'y a pas un, ni deux, mais des dizaines de milliers de personnes qui en ont fait les frais. Et ça, je te le raconte dès maintenant. Maintenant, nous sommes dans la seconde partie. Terribles histoires qui entourent ce champignon. Au Moyen-Âge, le seigle est utilisé partout. C'est l'une des céréales principales utilisées en Europe. Pourquoi me dirais-tu? Parce que ça sert à produire du pain, de la bouillie, des boissons alcoolisées telles que la bière et le whisky, et même des fourrages pour les animaux. Bref, c'est une plante pionnière pour l'autonomie alimentaire en Europe. Par ailleurs, elle a de nombreux avantages. Elle se cultive à merveille sur les sols pauvres en nutriments. Donc c'est une plante contre la famine, logiquement. Sauf que si je vous en parle, c'est qu'elle a un très gros inconvénient. La faiblesse du seigle
Bien sûr, c'est l'ergot de seigle. Et l'ergot de seigle est à l'origine d'une maladie terrible au Moyen-Âge, s'intitulant l'ergotisme. Et oui, parce qu'au Moyen-Âge, on ne savait pas qu'un champignon pouvait pousser sur les céréales, et encore moins s'il était toxique ou non. Comment l'ergotisme, cette maladie propre à l'ergot, se manifeste? Eh bien, tout d'abord, nous avons ce fameux syndrome du VDM, c'est-à-dire vomissement, diarrhée et nausée. Jusque-là, on ne change pas une équipe qui gagne. Puis, comme si ce n'était pas drôle, la maladie est divisée en deux parties. Voici l'ergotisme convulsif, celui qui a les effets qui nous intéressent. Nous avons des crises de convulsions, des spasmes douloureux, et même parfois quelques maux de tête. Et bien sûr, la conscience qui est désaltérée. Qu'est-ce qui provoque cela? Bien sûr, c'est l'acide lysergique, qui n'est d'autre que l'LSD. Plus tard dans la vidéo, vous verrez comment un célèbre chercheur suisse a réussi à l'isoler et créer cette merveilleuse molécule. Enfin, nous avons le symptôme gangréneux qui représente le vrai danger de l'ergot de seigle. Alors, qu'est-ce qu'il te provoque si tu le consommes? T'as d'abord des brûlures, des engourdissements, des picotements au niveau des extrémités, c'est-à-dire les mains et les doigts de pied. Ce qui entraîne au fur et à mesure la mort des tissus, ce qu'on appelle la gangrène. Je vais pas vous mettre des photos et je ne vous conseille pas du tout de voir ça sur internet. S'il y a des courageux, allez-y, mais c'est à vos risques et périls. Parce que moi j'ai déjà regardé sur internet à quoi ça ressemblait, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Cette gangrène est provoquée par deux molécules que nous retrouvons dans l'ergot de seigle, l'ergotamine et enfin l'ergocristine. Putain, c'est joli ce nom pour une molécule mortelle quand même. L'ergocristine, qui sont responsables de l'arrêt de propagation de sang dans les extrémités. C'est pour ça qu'on a des picotements ou la sensation de chaleur au niveau des extrémités. Parce qu'en fait, le sang est coupé et ne passe plus au niveau des extrémités. Maintenant, je vais vous raconter quelques faits historiques par rapport à l'ergot de seigle. Il faut savoir qu'au 9e siècle, il y a de grandes épidémies d'ergotisme. Donc il y avait des dizaines de milliers de personnes qui avaient des sensations de brûlure physique, décrites comme si la maladie venait des flammes de l'enfer. Cet épisode terrible a touché la vallée du Rhin, plus précisément à Colmar. Et ce champignon a tué dans d'atroces souffrances des dizaines de milliers de personnes. Si ce n'est pas plus, les habitants avaient l'impression que la maladie était comme une punition divine, comme si le mal ne pouvait pas venir d'autre chose. Maintenant, voici une histoire encore plus sournoise, et cela s'est passé 800 ans plus tard. Il faut savoir qu'aux États-Unis, énormément de personnes étaient touchées par cette maladie de l'ergotisme. Et vu qu'on ne savait pas encore quel était le coupable, on a choisi d'accuser la sorcellerie, ce qui fait qu'il y a eu 200 personnes accusées et jugées et 20 personnes exécutées. Ouais, c'est terrible. 20 personnes innocentes ont été exécutées dans d'atroces souffrances, alors qu'on ne connaissait pas les vraies causes. Et bien sûr, la cause probable, eh bien ce sera toujours ce champignon. Ce qui fait que les personnes ingèrent ces alcaloïdes hallucinogènes et toxiques, comme on l'a vu l'LSD ou encore l'ergotamine qui provoque la gangrène, et ainsi ce qui provoque les symptômes. Donc on peut voir qu'avant ce champignon était vraiment inconnu au bataillon. Personne ne le connaissait, tout le monde mettait ça au dos, soit des punitions divines, soit de la sorcellerie. Mais cela arrivera bien plus tard qu'on arrive à expliquer et à mettre le doigt sur ce champignon. Et par ailleurs, au XXe siècle, on va faire mieux que mettre son doigt sur le champignon, on va réussir à extraire la molécule la plus importante du champignon. Non, tu sais qu'on va devoir étudier ces alcaloïdes afin d'extraire les bienfaits. Tout cela s'est passé au XXe siècle grâce à un certain Albert Hofmann, un chimiste suisse. En 1938, il travaille sur l'ergot de seigle afin de créer de nombreux dérivés médicaux. L'ergot de seigle va changer l'histoire pour toujours. Même moi, par rapport à son histoire, je suis choqué pour te dire. Albert Hofmann va réussir à synthétiser la molécule de l'acide lysergique, l'LSD, et il va même l'essayer. Donc Albert Hofmann le teste sur lui, il se considère comme son propre terrain d'expérimentation. En même temps, je peux comprendre, mais si c'était mortel, on n'aurait plus d'Albert Hofmann. Mais après, c'est courageux de sa part. Je ne sais pas ce que t'en penses, dis-le moi en commentaire. Ainsi, sur le psychique, on peut dire que l'LSD, qu'est-ce qu'il fait? Il altère la perception du temps et de l'espace. Il provoque des hallucinations visuelles en déformant ce que nous pouvons voir, les couleurs, ou encore créant des fractales.
fractales. Si tu ne sais pas ce que sont les fractales, voici, je te mets ça en image. Une profonde sensation d'unité, une connexion entre guillemets avec l'univers, une amplification des émotions, qu'elles soient très positives, c'est-à-dire la joie jusqu'à l'ataraxie, ou encore très négative, jusqu'à la dépression et l'anxiété. Franchement, je trouve ça bouleversant. Et toi alors? Mais ce n'est pas terminé. Donc si tu prends de l'LSD, tu auras une dilatation des pupilles, une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la température corporelle, des frissons, des tremblements ou même parfois quelques nausées possibles. Enfin, une forte sensibilité à la lumière et au son. Ah, maintenant tu sais quoi, je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui sont fous de l'LSD dans certaines fêtes de techno. En fait, c'est pour amplifier le son et en même temps amplifier la lumière. Mais maintenant, je commence à comprendre. On comprend des choses ensemble et ça, c'est beau. Donc, 30 ans plus tard, et oui, tu le vois arriver, dans les années 60, l'LSD devient le symbole de la contre-culture psychédélique par excellence. Surtout dans les communautés hippies où elle a une influence monstrueuse, sans aucune réglementation. Ce qui fait que la LSD aurait inspiré de nombreux artistes musicaux, tels que Jimi Hendrix, les Beatles, etc., etc. Elle a influencé énormément aussi la spiritualité New Age. Les personnes se sont intéressées à la science de la conscience. Ouais, celui-là, il était technique à dire, j'avoue. Mais tu te doutes bien que le mouvement s'est essoufflé très vite à la moitié des années 70. Ce qui fait que les autorités mondiales ont enterré l'LSD depuis plus de 30 ans, jusqu'à réapparaître comme par magie dans les années 2000. Ah oui, petit aparté, bien que c'est considéré comme tel, la LSD n'est pas vraiment une drogue. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'elle ne crée pas de dépendance. Si c'est pas fabuleux, bon après ça reste quand même interdit par la loi. Il ne faut pas déconner. Et je ne vous conseille pas d'en prendre d'ailleurs. Moi, je suis juste là pour te donner les bonnes informations à titre indicatif. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus d'études sur les microdoses, comment ça influence la créativité, la concentration ou même les humeurs, sur des personnes ayant des traumatismes, des dépressions résistantes ou encore une anxiété forte, pour savoir si ça provoque vraiment une amélioration ou pas du tout. Car comme j'aime le rappeler, la LSD peut jouer un rôle clé dans la régulation des humeurs. Je ne sais pas pour toi, mais il me tarde de voir si dans le futur, on va réussir à réguler l'LSD et à réduire le nombre de dépression. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand sujet d'actualité et tout le monde en parle. Peut-être ce serait la solution, je ne sais pas. À toi de me le dire encore une fois. On peut conclure que l'histoire de la LSD n'a pas du tout bien commencé. C'était entre guillemets notre pire ennemi. Avec le feu de Saint-Antoine ou encore les sorcières de Salem, on ne pouvait même pas voir où le mal était caché, alors qu'il était juste devant nos yeux. Mais à partir du XXe siècle, c'est là où on s'est rendu compte du vrai potentiel de l'LSD. Donc on peut voir que ce même champignon a eu deux destins à deux époques différentes. Merci de m'avoir écouté, franchement j'ai pris plaisir à parler de ce sujet assez important, car je pense, toi qui es derrière la vidéo, tu ne connais pas assez l'histoire de la LSD, et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Si tu es intéressé par les champignons, je te conseille vivement de t'abonner à ma chaîne YouTube, puis aussi à ma chaîne Instagram, c'est là où tu peux me retrouver parler des champignons quotidiens, et de tout ce qu'on peut trouver dans nos forêts. Sinon, on se voit la semaine prochaine sur un sujet qui va être super passionnant, ce sera sur l'origine des champignons. Je vous en dis pas plus, je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc sur ce, si t'es vraiment intéressé, je t'invite vraiment à t'abonner et à me soutenir. Ça me fera chaud au cœur dans ces périodes un peu automnales. Et sur ce, j'ai des champignons à aller chercher. Ciao ciao.